Lors du dîner du réveillon de Noël, la fille de mon frère a jeté le contenu de mon assiette à la poubelle, et elle a dit « Mange dans les ordures. Les déchets comme toi ont leur place ici. » Mon père a pris son parti. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis mon manteau, et je suis parti. Avant minuit, j'ai passé un seul appel, puis je me suis endormi. À 8h03 du matin, mon frère a cherché la clé de son coffre-fort. Le pain de maïs était encore chaud, lorsque Zara a ramassé mon assiette. Je l'avais posé sur l'îlot de la cuisine, à peine 30 secondes plus tôt, juste à côté des patates douces, des tranches de jambon, et d'un plat en cocotte que Wendy avait rapporté du restaurant. La cuisine était pleine de monde. Landon était adossé au comptoir avec un verre de vin rouge, racontant à Hugh une histoire de contrat de traiteur qu'il essayait de décrocher. Wendy disposait les assiettes à dessert, près de l'évier. Hugh était assis en bout de table, à moins de 2 mètres de là, son assiette déjà servie, sa serviette sur les genoux, avec une vue parfaitement dégagée sur tout ce qui se passait dans la cuisine. Margot se tenait dans l'encadrement de la porte, entre la cuisine et le couloir, tenant un torchon qu'elle utilisait pour essuyer des verres. Zara était assise sur un tabouret près de l'îlot, faisant défiler l'écran de son téléphone, en attendant que les adultes aient fini de se servir. Je tendais la main pour prendre une serviette, quand Zara s'est levée. Elle a attrapé mon assiette à 2 mains. Elle n'a pas été maladroite. Elle n'a pas hésité. Elle l'a soulevée d'un geste net, a fait 2 pas vers la poubelle ouverte, a incliné l'assiette à 45 degrés, et a laissé tout son contenu glisser de la céramique. Le pain de maïs, que j'avais cuisiné ce matin-là en suivant la recette de ma mère, a atterri sur du marc de café, du papier cadeau froissé, et l'anneau en plastique d'une bouteille de vin. Les patates douces ont suivi. Le jambon a glissé en dernier. Ensuite, elle a reposé l'assiette vide sur l'îlot. Elle m'a regardé, de la même manière que l'on regarde une tache sur le sol, que personne n'a pris la peine de nettoyer. Elle avait 14 ans. Elle portait un pull de Noël, orné de flocons brodés. Elle avait un appareil dentaire. On lui avait enseigné cela. Pas à l'école, pas par un ami, mais autour d'une table à manger, où c'était ainsi que l'on traitait l'oncle qui fait de la soudure. Zara avait 14 ans. La cruauté était la sienne sur le moment, mais le scénario, lui, appartenait aux adultes qui l'avaient écrit pour elle. « Mange dans les ordures », a-t-elle dit. Sa voix était monocorde, et bien répétée. Les déchets comme toi ont leur place ici. Le silence est tombé sur la cuisine. Le verre de vin de Landon s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Il est resté figé. Les mains de Wendy se sont immobilisées sur une assiette à dessert. Le seul bruit, c'était la chaudière qui se mettait en route, à travers la bouche d'aération au-dessus de la cuisinière. Personne n'a bougé pour l'arrêter. Personne ne lui a dit de s'excuser. Personne n'a ramassé l'assiette. Personne n'a dit « Zara, c'est ton oncle ». Hugh a posé sa fourchette. Il m'a regardé. Pas Zara. Pas Landon. Moi. Son expression était celle que je déchiffrais, depuis le début de ma vie d'adulte. Celle qui dit, le problème, dans cette pièce, c'est toi. Et cela a toujours été le cas. Elle a raison, EMTT. Tu t'assois à cette table, chaque année, et tu prends la nourriture, tu prends la place, tu prends l'air. Ton frère a bâti quelque chose. 2 restaurants, 40 employés. Et toi, qu'as-tu construit? Un cabanon avec un chalumeau. Et une pile de factures. Personne ne te doit rien. Il a repris sa fourchette, et il a coupé un morceau de jambon, sans me regarder. Karen serait honteuse de voir que son fils soude des clôtures pour gagner sa vie, pendant que son frère nourrit une ville entière. Landon a siroté son vin. Wendy a essuyé le comptoir. Zara s'est rassise sur son tabouret, et elle est retournée sur son téléphone, comme si ce qu'elle venait de faire était aussi banal que de débarrasser une assiette. Ma jeune sœur, Margot, se tenait toujours dans l'encadrement de la porte. Elle gardait le torchon dans sa main. Ses jointures étaient devenues blanches, tellement elle le serrait. Sa mâchoire était crispée. Margot était la seule personne, dans cette maison, qui regardait encore mes mains comme si elle construisait des choses, au lieu de les brûler. Elle m'a regardé avec une expression qui n'était pas de la pitié. Cela ressemblait davantage à une permission. Ses yeux disaient, « Tu ne dois plus une seule seconde de ta vie à cette pièce. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas sorti le pain de maïs de la poubelle.
J'ai fait toute autre chose. J'ai failli recracher chaque mot que j'avais sur le cœur. J'ai failli dire à Hugh sur quoi les restaurants de son fils étaient réellement bâtis, et qui avait payé pour chaque rampe, chaque hotte, et chaque grille dans ces deux cuisines. J'ai failli lui révéler ce qui se trouvait dans ma voiture, rangé dans une chemise cartonnée, un dossier qui allait démanteler tout ce que Landon avait passé 3 ans à faire croire qu'il avait construit tout seul. Mais le pain de maïs était dans la poubelle. La recette de ma mère. Le même pain de maïs que Karen avait préparé, chaque Noël, pendant 30 ans. Et une adolescente de 14 ans l'avait jeté aux ordures, pendant que son grand-père la regardait faire, en disant que je le méritais bien. Il y a des choses, auxquelles on ne répond pas avec des mots. Il y a des choses, auxquelles on répond avec une clé. Je suis passé devant Margot, pour rejoindre le couloir. J'ai tourné à gauche, en direction du bureau de Hugh. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais. Hugh gardait ce bureau impeccable, mais il le verrouillait rarement, car personne dans la famille n'y entrait jamais, sauf pour utiliser le coffre-fort. La pièce sentait le vieux cuir, ainsi que le tabac à pipe qu'il avait arrêté de fumer il y a 8 ans. Le coffre-fort se trouvait dans le coin, derrière le bureau de Hugh. C'était un modèle Century posé au sol, qu'il avait acheté quand Landon et moi étions adolescents. Nous avions tous les deux reçu une clé, le jour de nos 18 ans. La mienne était toujours sur le même trousseau que la clé de mon camion. Je l'avais portée sur moi pendant 17 ans, sans l'utiliser plus d'une douzaine de fois, mais je ne l'avais jamais retirée de mon trousseau. Il y a des clés que l'on garde, parce qu'elles prouvent que l'on a sa place quelque part, même lorsque tous les autres signaux vous hurlent le contraire. Je me suis agenouillé. J'ai tourné la clé. Le coffre s'est ouvert dans un lourd déclic, qui a résonné bien plus fort qu'il n'aurait dû, dans le silence de ce bureau. À travers le mur, je pouvais entendre la voix de Landon, dans la cuisine. Il parlait encore, il faisait toujours son spectacle. Il n'avait même pas remarqué que j'avais quitté la pièce. À l'intérieur du coffre, il y avait le classeur de recettes de Karen. Une reliure en cuir, le dos craquelé, avec des pages gondolées par le temps et l'humidité, et taché de farine et d'huile de cuisson. Sur la couverture intérieure, avec l'écriture de Karen, il était noté, pour EMTT et Margot, à copier librement. Ne pas vendre. Mon nom, et le nom de Margot, écrit par la main de notre mère. Sous le classeur, se trouvait le contrat de fabrication original. C'était ma copie signée, que Hugh avait proposé de conserver pour la famille. Les deux signatures figuraient sur la dernière page. La mienne à l'encre noire, et celle de Landon à l'encre bleue. Il y avait aussi les certificats d'assurance, pour les deux établissements de Voss Kitchen, qui listaient les équipements de cuisine fabriqués sur mesure par Voss Fabrication, en tant que bien couverts. Je voyais également un sac Ziploc, contenant 26 000 € en liquide, que Landon gardait pour les urgences du restaurant. C'était de l'argent que Hugh conservait, en dehors de la comptabilité du restaurant, ainsi qu'une pile de photos de famille, que Karen avait rangée dans une enveloppe étiquetée « Garçon ». J'ai pris le classeur de recettes. Ma mère avait écrit mon nom à l'intérieur. J'ai pris le contrat de fabrication. C'était mon original signé. J'ai pris les certificats d'assurance, qui détaillaient le travail de mon entreprise. J'ai laissé l'argent, et j'ai laissé les photos. À la place, j'ai déposé 4 documents provenant de ma chemise cartonnée. Le dépôt de privilège de constructeur, la lettre de mise en demeure rédigée par Petra, le rapport d'audit sur les frais supplémentaires, et enfin, un dossier de plainte adressé au service d'hygiène, aux pompiers, et au service d'urbanisme, concernant des modifications de cuisine sans permis. Je les ai disposés en une pile bien nette, attachée par des trombones dans les coins. J'ai fermé le coffre. J'ai tourné la clé. Je me suis relevé. Mes genoux ont craqué. Le bureau était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lumière venant du couloir. À travers le mur, j'ai entendu Hugh rire, suite à quelque chose que Landon venait de dire. Je suis reparti par le couloir. Le bruit, dans la cuisine, était plus fort maintenant. Landon riait de quelque chose que Wendy disait. Hugh se resservait une assiette. Zara parlait sur son téléphone. Personne n'avait remarqué que j'étais parti. Personne n'avait remarqué que le placard de l'entrée était désormais vide. Personne n'avait entendu le coffre-fort s'ouvrir, ni se fermer. J'ai pris mon manteau sur le crochet, près de la porte d'entrée. J'ai enfilé mes bottes. Margot était déjà dehors, sur le porche, les bras croisés,
sa respiration visible dans l'air glacial. Elle tenait les clés de sa voiture à la main. « Je t'ai vu aller dans le bureau, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle a répondu, bien. Ensuite, elle a regardé le classeur de recettes dans ma main. Elle n'a pas demandé à le tenir. Elle l'a juste fixé, et ses yeux ont brillé pendant une seconde, puis elle a murmuré, celui de maman. Celui de maman. Elle a hoché la tête. Il est resté dans ce coffre depuis l'enterrement. 3 ans. J'ai demandé à Hugh, une fois, si je pouvais le regarder. Il m'a répondu qu'il était gardé en sécurité, pour la famille. Elle a fait une pause. Je suppose qu'il est vraiment en sécurité, maintenant. Elle a serré mon bras, une fois, très fort. Elle est montée dans sa voiture, et elle est rentrée chez elle. J'ai marché jusqu'à mon camion. Je me suis installé au volant. Le logo de Voss Kitchen figurait sur une plaque magnétique, collée sur le SUV de Landon, dans l'allée. C'était un motif en métal brossé, que j'avais fabriqué et installé pour lui, il y a 2 ans. Gratuitement, comme tout le reste. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé Petra Crane. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Il était 23h40, la nuit du réveillon de Noël. Déposé tout à l'ouverture des bureaux du comté, le 26. J'ai poursuivi, en disant, le privilège, la mise en demeure, le dossier de plainte, l'audit sur les frais, tout ce qui est dans le dossier. Vous êtes sûr? Ma nièce a jeté mon assiette à la poubelle, ce soir. Mon père a dit que Karen aurait honte de moi. Le pain de maïs, que j'ai cuisiné à partir de la recette de ma mère, repose en ce moment dans une poubelle, juste à côté du marc de café. Je suis très sûr. Joyeux Noël, EMTT. Joyeux Noël, Petra. J'ai conduit jusqu'à chez moi, en silence. J'ai posé le classeur de recettes sur ma table de cuisine, sous le plafonnier. Je l'ai ouvert à la page 6. Le pain de maïs. L'écriture de Karen. Une tache de beurre dans la marge. J'ai lu la recette une fois, même si je la connaissais par cœur. Ensuite, j'ai refermé le classeur, et je suis allé me coucher. J'ai dormi 7 heures d'affilée, ce qui était la plus longue nuit de sommeil que j'avais eue, depuis des mois. Si votre famille a déjà traité votre travail comme s'il n'avait aucune valeur, et votre présence comme si elle n'était pas désirée, cette histoire va résonner en vous. Bienvenue dans le coin Reddit, la trahison révélée. Restez avec nous, jusqu'à l'ouverture du coffre-fort. Ma mère, Karen Voss, est décédée en octobre 2021. Elle avait 58 ans, c'était un cancer du col de l'utérus. Elle avait travaillé comme cuisinière à la chaîne, dans 3 restaurants différents pendant 27 ans, sans jamais en posséder un seul. Elle cuisinait de la même manière que d'autres prix, avec tout son corps, et sans jamais s'attendre à être regardée. Son classeur de recettes était la seule chose qu'elle ait jamais demandé de garder en sécurité. Elle l'a confié à Hugh, juste avant sa dernière opération, et elle a dit, ceci reste dans la famille. Les 2 enfants doivent pouvoir l'utiliser. Personne ne le vend. Hugh l'a mis dans le coffre. Landon a ouvert le restaurant Voss Kitchen, 4 mois plus tard, en utilisant les recettes de Karen comme fondation de tout son menu. Le pain de maïs, les côtelettes de porc mijotées, le velouté de patates douces, la tarte au beurre. Chaque plat était écrit à la main dans son classeur, et il avait été testé sur des décennies de petits matins froids, et de services en double. Landon a imprimé le menu, avec la mention aux recettes de famille, en caractères italiques tout en bas. Il n'a jamais mentionné le nom de Karen pour lui rendre crédit. Il ne m'a jamais offert de part de l'affaire, ni à Margot. Je suis un soudeur agréé, et un fabricant de structures métalliques. Je possède Voss Fabrication, une entreprise individuelle disposant d'un atelier d'environ 140 mètres carrés, situé dans une zone industrielle près de la route 30. Je construis des structures métalliques sur mesure, pour des restaurants, des brasseries, des espaces de vente, et des cuisines résidentielles. Je fais des plans de travail en acier inoxydable, des hottes aspirantes, des rampes décoratives, des armatures de chambre froide, et des grilles personnalisées. Je fais cela depuis 12 ans, après avoir été formé par un maître soudeur nommé Boyd Kesley, qui m'a offert mon premier apprentissage à 17 ans, et qui m'envoie encore du travail en recommandation. Mes mains portent les cicatrices de chaque chantier que j'ai terminé, et chaque structure que j'ai achevée tient toujours debout. La famille, cependant, ne voyait pas les choses de cette façon. Hugh a été machiniste pendant 30 ans.
Il respectait le travail mécanique, mais seulement lorsqu'il s'accompagnait d'un titre ronflant et d'un bureau. Landon portait des chemises à col, il signait des baux commerciaux, et il avait son nom affiché sur une enseigne, au-dessus d'une porte. Moi, je portais des manches anti-brûlure, je chargeais de l'acier dans une camionnette, et j'avais mon nom peint sur le flanc d'un véhicule, qui sentait le flux de soudure et la poussière de meulage. Dans l'arithmétique de notre père, ce n'était absolument pas la même chose. Entre avril 2022 et juin 2023, j'ai fabriqué et installé chaque pièce métallique sur mesure, dans les 2 établissements de Voss Kitchen. J'ai construit les hôtes de cuisine en acier inoxydable de calibre 18, les comptoirs de bar en acier brossé 304, et les rampes décoratives en fer forgé, avec des fleurons façonnés à la main. J'ai soudé les armatures des chambres froides, pour supporter le double de la charge spécifiée par l'architecte de Landon, parce que je savais très bien qu'il allait les surcharger. J'ai construit 2 grilles sur mesure, en partant de zéro, des unités commerciales à 6 brûleurs, qui s'adaptaient parfaitement à l'aménagement que Landon avait griffonné sur une serviette en papier. J'ai installé les systèmes d'évacuation, avec des supports de suppression d'incendie, soudés directement sur les renforts de la hotte. Chaque jointure était parfaite à la radiographie. Ce fut 14 mois de travail, avec 312 heures facturées. Le montant total du contrat s'élevait à 82 000 €. Landon l'a signé sur ma table de cuisine, avec un stylo que Karen m'avait offert, pour mon anniversaire. Il était censé payer en 24 mensualités, de 3 417 € chacune. Il a versé 12 000 €, au cours des 4 premiers mois. 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Et puis, les paiements ont cessé. Quand je lui ai posé la question en septembre, il a répondu que le restaurant traversait une période de trésorerie difficile. Quand j'ai redemandé en janvier 2024, il a prétendu que le travail présentait des défauts. Quand j'ai posé la question une 3e fois, à Thanksgiving en 2023, il l'a dit devant toute la famille. Il a parlé assez fort, pour que Hugh, Margot, Wendy et Zara puissent l'entendre. Les soudures sur les ventilations de la hotte étaient inégales. J'ai dû faire venir un autre fabricant, pour en refaire la moitié. Je ne devrais pas avoir à payer pour un travail que j'ai dû faire corriger. C'était un mensonge absolu. Chaque pièce que j'ai installée est toujours en service, 3 ans plus tard. Intacte. Les soudures sont nettes. Les hottes aspirent parfaitement. Les grilles fonctionnent 6 jours par semaine. Aucun autre fabricant n'a jamais mis les pieds dans ces cuisines. Mais Landon l'a affirmé avec une telle assurance, si bien répétée, que Hugh a hoché la tête, et Wendy a hoché la tête. Et bien sûr, personne n'a demandé à voir les factures, de cet artisan qui était censé avoir refait mon travail. Il n'y avait aucune facture. Il n'y avait aucun deuxième fabricant. Il n'y avait que mon frère, debout au milieu d'une cuisine que j'avais entièrement bâtie, de A à Z, en train de raconter à notre famille que mes mains n'étaient pas à la hauteur. Le 9 novembre 2025, un ancien cuisinier de la chaîne de Voss Kitchen, prénommé Ray, est entré dans mon atelier pour chercher du travail dans la fabrication. Il avait démissionné 2 mois plus tôt, après un désaccord avec Landon, concernant le paiement de ses heures supplémentaires. Il avait de l'expérience en cuisine, mais il disait être fatigué de ce milieu, et voulait apprendre un métier manuel. Pendant que je lui faisais visiter l'atelier, nous avons discuté du restaurant. L'endroit tourne bien, m'a dit Ray. L'équipement est très solide. Nous n'avons jamais eu de panne sur la ligne, en 2 ans. C'est parce que je l'ai construit pour que ça dure, ai-je répondu. Ray m'a regardé, étonné. C'est vous qui avez construit les cuisines. Chaque pièce de métal, dans les 2 établissements. Il est resté silencieux un instant. Puis il a demandé, vous êtes au courant, pour les frais supplémentaires, n'est-ce pas? Je ne l'étais pas. Ray a ouvert son ancienne application d'employé sur son téléphone, et il m'a montré un modèle d'addition. C'était bien là. Une ligne de facturation de 2,50 €, étiquetée frais supplémentaires d'entretien de l'équipement, ajoutés à chaque ticket de caisse. Il m'a expliqué que cette ligne figurait sur chaque addition, depuis juillet 2023. Selon lui, Landon disait au personnel que cela couvrait l'entretien régulier des équipements de cuisine. Pourtant, en 3 ans, Ray n'avait jamais vu, ne serait-ce qu'une fois, une équipe de maintenance passer dans l'une ou l'autre des cuisines. La seule personne qui touchait à l'équipement, c'était moi, et je venais gratuitement. J'ai failli me persuader que ce n'était rien du tout. Juste une petite charge sur un ticket. Peut-être que cela couvrait les produits de nettoyage,
ou de petites pièces de rechange dont je n'avais pas connaissance. Mais Boyd Kessler m'avait appris à toujours prendre mes mesures 2 fois. Et un chiffre qui ne colle pas au calcul, c'est un chiffre qui compte. 2,50 € par ticket, sur environ 160 tickets par jour à travers les 2 sites, 6 jours par semaine, et 50 semaines par an. Le calcul grossier donnait 120 000 € par an. Sur 3 ans, on atteignait 360 000 €, dans la fourchette haute. Même avec des ajustements prudents, pour compenser les jours calmes, les baisses saisonnières, et les fermetures pendant les vacances, le bénéfice net s'élevait à au moins 146 000 €. De l'argent encaissé pour la maintenance d'un équipement que j'avais fabriqué, que j'avais installé, et que j'entretenais sans être payé. J'ai remercié Ray. Je lui ai demandé de ne parler de notre conversation à personne en lien avec le restaurant. Il m'a répondu, j'ai arrêté d'être loyal envers cette cuisine, quand Landon a amputé mon dernier chèque de paie de 6 heures. C'était de bonne guerre. Le week-end suivant, je me suis rendu dans les 2 restaurants. Les 2 gérants de cuisine me connaissaient, en tant que fabricant d'origine. Je leur ai expliqué que je venais vérifier mon travail après un souci de garantie, ce qui était presque vrai. Ils m'ont laissé inspecter la ligne de cuisson, avant l'ouverture. Dans le restaurant du centre-ville, j'ai découvert que Landon avait remplacé mes conduits d'évacuation d'origine, en acier inoxydable de calibre 18, par de l'acier galvanisé de bas étage. Ce matériau n'était absolument pas homologué, pour résister aux températures constantes d'une cuisine commerciale. Les supports de suppression d'incendie, que j'avais minutieusement soudés sur la hotte, avaient disparu. Dans l'établissement de banlieue, l'armature de la chambre froide, que j'avais conçue pour supporter le double de la charge requise, avait été modifiée, avec des équerres qui n'étaient pas prévus pour soutenir un tel poids. Aucune de ces modifications ne faisait l'objet d'un permis de construire dans les dossiers. J'ai vérifié la base de données des permis du comté, le lundi matin suivant. 0 permis déposé, pour une quelconque modification, à l'une ou l'autre des adresses. Le 14 novembre, j'ai appelé Petra Crane, mon avocate. Je lui ai tout déballé. Le solde impayé de 70 000 € sur le contrat de fabrication, la fraude liée aux frais supplémentaires, ainsi que les modifications de cuisine sans permis, qui engendraient de graves infractions au code de prévention des incendies et à la sécurité structurelle. L'analyse de Petra a été très précise. Landon était propriétaire du bâtiment en centre-ville par le biais de la société Voss Kitchen LLC, et il détenait un bail à long terme avec droit d'aménagement, pour l'établissement situé en banlieue. Le privilège de constructeur, pour les 70 000 €, pouvait être rattaché aux parts de propriété de Landon dans le centre-ville, et à ses droits d'aménagement locatif sur le site de banlieue. La question des frais supplémentaires nécessitait un audit beaucoup plus approfondi, mais les captures d'écran des tickets fournis par Ray, couplées à son témoignage, constituaient des preuves suffisantes pour une lettre de mise en demeure. Le dossier de plainte, concernant les modifications sans permis, était une procédure distincte, mais qui allait créer une pression opérationnelle immédiate, sur les 2 établissements. Elle m'a demandé quand je souhaitais déposer les dossiers. J'ai répondu que j'allais attendre. Petra m'a fixé, par-dessus son bureau. D'habitude, vous n'attendez pas. Je veux lui accorder un dernier dîner, ai-je dit. S'il peut me regarder, de l'autre côté de la table, et voir un frère, nous réglerons cela en privé. S'il me regarde, et qu'il ne voit que quelque chose dont il ne veut pas à sa table, alors je serai fixé. C'est un test très généreux. Ma mère aurait voulu que je lui laisse cette chance. Petra a acquiescé. Elle a préparé l'ensemble des documents, et elle les a conservés. Le privilège de constructeur était rédigé. La mise en demeure était imprimée. La plainte pour les services de santé était prête à partir. L'audit sur les frais supplémentaires était mis en page, avec chaque calcul dûment sourcé. Tout cela patientait bien sagement dans un dossier, sur son bureau, en attendant un simple coup de téléphone de ma part. 6 semaines plus tard, Zara jetait mon pain de maïs à la poubelle. Le test était terminé. Ce que je ne savais pas sur le moment, et que l'audit finirait par me révéler, c'était la profondeur réelle de ce système. Ces frais supplémentaires n'étaient pas qu'une simple ligne sur un bout de papier. L'arnaque était très structurée. Wendy, l'épouse de Landon et comptable du restaurant, avait créé un registre séparé, uniquement pour les revenus issus de ces frais. Elle les classait sous la rubrique réserve d'entretien dans son logiciel de comptabilité, mais elle transférait directement les dépôts vers le compte chèque personnel de Landon, et non sur le compte d'exploitation de l'entreprise. En 3 ans, 146 000 € avaient transité par ce canal.
Cet argent servait à payer les frais de l'école privée de Zara, les traites du camion de Landon, des vacances en famille à Aruba, et enfin, le paiement mensuel de Hugh pour les droits de licence des recettes. Ce fut le premier grand rebondissement de l'histoire, et cela a complètement bouleversé ma vision de mon père. Hugh recevait 800 € par mois de la part de Landon. Non pas comme un loyer, ni comme une aide pour sa retraite, mais bel et bien comme une redevance, pour avoir le droit d'utiliser les recettes de Karen dans le restaurant. Landon payait Hugh, depuis l'ouverture du restaurant. Mon père vendait les recettes de sa propre femme décédée, à son propre fils, dans un but de profit commercial. Karen avait pourtant bien dit à Hugh, que le classeur appartenait à toute la famille. Elle l'avait dit à l'hôpital. Elle l'avait déclaré devant moi, et devant Margot. Hugh l'avait parfaitement entendu, et ensuite, il était descendu dans son bureau, il avait enfermé le classeur dans un coffre-fort, et il avait commencé à encaisser 800 € par mois. Il prenait l'argent du fils qui exploitait les recettes, tout en disant à l'autre fils, qu'il ne contribuait à rien du tout. 800 € par mois, pendant 3 ans, cela faisait 28 800 €. Hugh avait perçu près de 29 000 €, pour monnayer des recettes que sa femme voulait voir partagées, de manière égale, entre tous ses enfants. L'homme qui me disait que je prenais la nourriture, la place, et l'air à sa table, s'était enrichi tous les mois, grâce aux recettes de sa défunte épouse. Et ce, pendant que la recette de son pain de maïs reposait dans un coffre verrouillé, à moins de 2 mètres de l'endroit où il dînait. Le deuxième rebondissement est survenu une semaine avant Noël. Ray avait conservé des copies des registres de maintenance du restaurant, récupérés sur le disque partagé des managers avant sa démission. Petra les a comparés avec les journaux que Landon avait soumis à son assurance commerciale. Les documents correspondaient parfaitement. Ces registres détaillaient des inspections trimestrielles, des dates d'entretien de l'équipement, et des factures de réparation. Chaque entrée était signée par Evo, Vos Fabrication. Mon nom, mon entreprise. Tout était falsifié. Wendy s'était amusée à signer mon nom sur des registres de maintenance, pour justifier la surtaxe, auprès du comptable du restaurant et de la compagnie d'assurance. 14 signatures falsifiées, réparties sur 3 ans. Je n'avais jamais effectué la moindre visite d'entretien rémunérée. Je n'avais jamais autorisé qui que ce soit à utiliser mon nom. Mon numéro de certification professionnelle, ainsi que mon numéro d'enregistrement d'entrepreneur, figuraient carrément sur 2 de ces registres. Petra a ajouté les signatures falsifiées au dossier. Elle a rédigé une plainte distincte, pour utilisation non autorisée des identifiants d'un artisan agréé, et elle l'a transmise au bureau des licences des entrepreneurs, ainsi qu'à l'organisme de certification. Elle a déclaré, ce n'est plus une simple dispute familiale, EMTT. C'est une fraude caractérisée, qui porte votre nom. Si quelqu'un de votre famille a déjà apposé votre nom sur un mensonge, pour ensuite dire au monde entier que vous n'étiez pas assez bon pour le porter, alors vous savez très bien ce que l'on ressent. Ce n'est pas de la colère. C'est le bruit de votre propre signature, utilisée pour financer la vie de quelqu'un d'autre, pendant que cette même personne vous traite comme un déchet à sa table de dîner. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, car le coffre-fort est sur le point de s'ouvrir. Je dois vous parler de Margot, avant que ce coffre ne s'ouvre. Margot a 5 ans de moins que moi. Elle travaille comme manipulatrice en radiologie, dans un hôpital à 40 minutes de Cedarville. Elle lit des radiographies, des scanners, et des IRM. Elle fait son travail avec la même précision que Karen apportait à une recette, et que moi j'apporte à une soudure. Elle avait 14 ans, quand j'ai commencé mon apprentissage avec Boyd. Après l'école, elle avait l'habitude de s'asseoir sur un seau renversé, dans l'atelier de Boyd, et elle me regardait apprendre à tirer un cordon de soudure. Elle ne parlait pas, elle se contentait d'observer. Lorsque j'ai terminé ma première soudure propre, sur une plaque d'entraînement, elle l'a ramassée et l'a fait tourner à la lumière. Elle m'a dit, on dirait une cicatrice qui a guéri, pas vrai? Elle était la seule personne, de toute ma famille, qui ait jamais décrit mon travail comme quelque chose qui pouvait guérir, plutôt que comme quelque chose qui détruisait par le feu. Il y a 2 ans, un dimanche après-midi, Margot est passée à mon atelier. Elle s'est assise sur le même genre de seau renversé qu'à l'époque, et elle m'a regardé fabriquer une rampe, pour un client de Greenfield. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé, tu sais que Landon utilise tes hôtes et tes grilles, tous les jours, dans ses 2 cuisines, pas vrai? Je sais. Et tu sais qu'il ne t'a pas payé. Je sais. Et tu sais qu'il raconte à tout le monde, lors des dîners de famille, que ton travail était médiocre et qu'il a dû le faire refaire.
Je le sais aussi. Elle a regardé la rampe que je venais d'achever. Elle a passé son doigt le long du cordon de soudure, exactement comme elle le faisait quand elle avait 14 ans. Puis, elle a ajouté, le jour où tu décideras d'arrêter de simplement savoir, et de commencer à agir, je serai là, juste à côté de toi. N'attends pas trop longtemps. Cette conversation a eu lieu 23 mois, avant le dîner du réveillon de Noël. J'avais attendu beaucoup trop longtemps. Mais quand le pain de maïs a fini à la poubelle, j'ai cessé d'attendre. Le soir du dîner, Margot m'a suivi dehors, sur le porche. Elle m'avait vu me diriger vers le bureau. Elle n'a pas demandé ce que j'avais pris, ni ce que j'avais laissé. Elle a juste dit, je t'ai vu aller dans le bureau. J'ai hoché la tête. Elle a répondu, bien. Ensuite, elle m'a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ça fait 2 ans que j'attends que tu fasses quelque chose. Je ne t'ai pas forcé la main, parce que je savais que tu le ferais, quand les calculs seraient exacts. Mais les calculs sont exacts depuis le mois de juin. Cependant, tu avais besoin du reste. Tu avais besoin de voir, par toi-même, ce qu'ils pensent réellement de toi, quand les masques tombent, et que le pain de maïs se retrouve aux ordures. Elle m'a serré le bras. Elle est montée dans sa voiture. Elle est rentrée chez elle. Le 25 décembre 2025, à 8h03 du matin. Je sais ce qui s'est passé chez Hugh ce matin-là, parce que Margot avait passé la nuit dans son ancienne chambre. Elle m'a tout raconté, plus tard dans la journée au téléphone. Elle l'a dit d'une voix plate, sans aucun jugement, de la même manière qu'elle lit une radiographie. Juste l'image, juste la fracture, juste la vérité brute. Landon est arrivé chez Hugh, à 7h45. Il est allé directement au bureau. Il a sorti son trousseau de clés de la poche de sa veste. Il s'est agenouillé devant le coffre-fort, et il a tourné la clé. La porte s'est ouverte. L'argent liquide était là. Les photos étaient là. Le contrat de fabrication avait disparu. Les certificats d'assurance avaient disparu. Le classeur de recettes de Karen avait, lui aussi, disparu. À la place, se trouvaient 4 documents soigneusement empilés, et maintenus par des trombones dans les coins. Landon a lu la première page. Le privilège de constructeur. Il s'est levé. Il a lu la deuxième page, la lettre de mise en demeure. Il s'est rassis. Il a lu la troisième page, l'audit sur les frais supplémentaires. Il a posé ses 2 mains à plat sur le sol. Il a lu la 4e page, le dossier de plainte. Son téléphone a vibré à 8h07. C'était un email programmé, envoyé par le cabinet de Petra. Ce message confirmait que le privilège, ainsi que le dossier de plainte, étaient prêts à être déposés, dès l'ouverture des bureaux du comté le 26 décembre. Hugh est entré dans le bureau, vêtu de son peignoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Landon a levé les yeux vers lui. Où est le classeur de recettes? Hugh a regardé le coffre-fort. Son visage est devenu livide. Il y était encore la semaine dernière. Il n'y est plus maintenant. EMTT l'a pris. Margot se tenait dans le couloir. Elle n'a pas prononcé un seul mot. À 9h30, le camion de Landon s'est garé sur le parking de mon immeuble. J'étais assis à ma table de cuisine, en train de boire un café. Le classeur de recettes trônait, juste à côté de ma tasse. Margot m'avait envoyé un texto. Il est parti. Il vient chez toi. L'interphone a sonné. Je l'ai laissé monter. Landon a franchi la porte, en parlant déjà. Je n'avais pas encore prononcé le moindre mot. Son visage était rougeaud, ses mains tremblaient, et il tenait la copie imprimée du privilège, complètement froissée dans son poing fermé. EMTT, écoute-moi, on peut arranger ça. Je sais que je te dois de l'argent pour la fabrication. Je le sais. J'allais te payer. Les restaurants ont connu une année très difficile, la trésorerie n'était pas au rendez-vous, mais je travaillais pour régler ça. Je suis prêt à te faire un chèque, là. Tout de suite. 30 000 €. On pourra s'arranger pour le reste, sur une période de 6 mois. S'il te plaît, annule juste cette procédure de privilège. Je n'ai pas répondu. J'ai versé une 2e tasse de café, et je l'ai posée sur la table, en face de moi. Je me suis assis. Le classeur de recettes se trouvait entre nous. Les frais supplémentaires. Ce n'est pas ce que tu crois. Il faisait les 100 pas.
Cet argent est passé dans les coûts de fonctionnement, l'équipement vieillit, il y a des choses qu'il faut remplacer. C'est une pratique standard, dans notre secteur. Tu as remplacé mes conduits d'évacuation en inox, par de l'acier galvanisé bas de gamme, qui n'est même pas homologué pour les températures d'une cuisine commerciale. Tu as arraché les supports de suppression d'incendie que j'avais soudés sur la hotte. Et tu as fait tout cela sans le moindre permis. Ce n'est pas de la maintenance, Landon, c'est un saccage en règle. De plus, les 146 000 € que tu as encaissés, soi-disant pour l'entretien, n'ont jamais servi à acheter d'équipement. Ils ont fini directement sur ton compte bancaire personnel. Il a arrêté de faire les 100 pas, comment es-tu au courant, pour les conduits? J'ai inspecté les 2 cuisines, ai-je répondu. J'ai aussi consulté la base de données des permis du comté. 0 permis déposé, pour aucune des modifications que tu as effectuées. Tu es entré dans mes cuisines. Je suis entré dans des cuisines que j'ai construites. J'ai fabriqué chaque hotte, chaque rampe, chaque grille. Ce sont mes soudures, mon acier, mon installation. J'ai parfaitement le droit d'inspecter mon propre travail. Landon s'est assis en face de moi. Non pas parce qu'il l'avait choisi, mais parce que ses jambes avaient décidé pour lui. Il a posé ses 2 mains, bien à plat sur la table. Ses doigts tremblaient encore. C'est alors que les aveux ont commencé. C'est ce qui se produit, lorsqu'un homme avec une dizaine de secrets, ouvre un coffre-fort et découvre ses propres mensonges, étalés noir sur blanc, sur du papier. D'accord. D'accord. Les frais supplémentaires étaient plus élevés que tu ne le penses. Ray t'a probablement dit 2,50 € par ticket, mais on est passé à 3 €. L'année dernière. Wendy a fait l'ajustement en octobre. Le total est peut-être plus proche des 180 000 € sur l'ensemble de la période. Je ne connais pas le chiffre exact. Il a passé la main dans ses cheveux. Quant au registre d'entretien, c'est Wendy qui a signé en ton nom. Je suis au courant pour ça. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle m'a répondu que l'auditeur des assurances avait besoin du nom d'un professionnel agréé sur les formulaires, sinon, ils allaient suspendre notre contrat. Je l'ai regardé, fixement. Tu lui as dit d'arrêter, mais elle a continué à falsifier ma signature, pendant 3 années de plus. Il n'a pas répondu à cela. 14 signatures, Landon. Mon nom, mon numéro de certification professionnelle, placardé sur des documents officiels, soumis à ta compagnie d'assurance. Ce n'est pas juste un raccourci de comptabilité. C'est de la falsification de documents. Il a fermé les yeux. Et pour Hugh, ai-je ajouté, les 800 € par mois. Les yeux de Landon se sont ouverts d'un coup. Il ne s'attendait pas à ce que je sache cela. C'est papa qui l'a demandé. Il a dit que c'était à lui d'accorder les droits sur ses recettes. Il a prétendu que Karen les lui avait donnés. Karen a dit que ce classeur était pour ses 2 enfants. Avec un accès parfaitement égal. Elle l'a dit, noir sur blanc, devant moi et devant Margot. Tu as vécu au sein de cette famille, pendant 3 ans, en payant papa pour obtenir la licence de recette, qu'il n'avait pas le droit de te vendre. Et que tu n'avais pas le droit de lui acheter. Je sais. Je sais. Il était penché en avant, les coudes posés sur les genoux, le regard perdu sur le sol entre ses bottes. Il ressemblait à un homme qui se tenait debout sur quelque chose de solide, depuis des années, et qui venait tout juste de le sentir se fissurer sous son poids. Que veux-tu? Je te paierai la totalité des 82 000 €. J'arrêterai de facturer la surtaxe, dès aujourd'hui. Je créditerai maman sur le menu. J'afficherai même son nom sur le mur. Tout ce que tu voudras. Je t'en prie. Ne dépose juste pas la plainte sanitaire. S'ils viennent inspecter les cuisines aujourd'hui, je suis en infraction sur 3 points majeurs. Et ce, dans les 2 établissements. Ce sont 40 employés, qui vont perdre leurs heures de travail. Pendant que je remets tout aux normes. Ce sont des familles, EMTT. J'ai laissé le silence peser un instant. Puis je me suis levé. Tu me dois 82 000 €, pour un travail que tes clients utilisent chaque jour de l'année. Tu as encaissé 180 000 €, sous le couvert de faux frais d'entretien, en utilisant mon nom et mon numéro de certification, sans que je le sache. Ni que j'y consente. Wendy a falsifié 14 documents officiels. Tu as versé 28 800 € à papa,
pour exploiter des recettes que maman voulait que nous ayons tous les deux. Tu as arraché mes supports de suppression d'incendie, et tu as remplacé mes conduits d'aération par des matériaux qui pourraient céder, en cas de feu de graisse. Et la nuit dernière, ta propre fille a raclé mon assiette dans la poubelle, et ton père m'a traité d'homme avec un chalumeau dans un cabanon, alors que chaque personne présente dans cette pièce dégustait son repas. Grâce à un équipement que j'avais fabriqué de mes propres mains. J'ai baissé les yeux vers le classeur de recettes, posé sur la table entre nous. L'écriture de Karen était bien visible sur la page du dessus, sa action était sa fameuse recette de pain de maïs. Le même pain de maïs que Zara avait balancé aux ordures, 12 heures plus tôt. Ton père m'a qualifié d'homme avec un chalumeau dans un cabanon, ai-je continué. Karen aurait soi-disant eu honte, mais ce chalumeau a permis de construire chaque hotte, et chaque grille, dans tes deux cuisines, Landon. Et ce fameux cabanon a rentré plus de commandes ce mois-ci, qu'au cours de toute l'année dernière. L'homme au chalumeau est l'unique raison pour laquelle tes 40 employés disposaient d'une cuisine fonctionnelle, pour y travailler. Et Karen n'aurait absolument pas eu honte de moi. Elle aurait eu honte que son mari vende ses recettes pour 800 € par mois. Et que sa petite fille jette son pain de maïs à la poubelle. Chaque grille, chaque hotte, chaque rampe que tes clients touchent, je les ai soudées avec ses mains. Tu as bâti ton nom sur mon acier, et sur les recettes de maman. Désormais, les deux m'appartiennent à nouveau. Les lèvres de Landon ont bougé. Mais aucun son n'en est sorti. Il a fouillé dans sa veste, et il a sorti un carnet de chèques. Il a rédigé un chèque de 30 000 €, qu'il a fait glisser à travers la table. Prends-le. C'est un début. Je trouverai le reste. S'il te plaît. J'ai ramassé le chèque. Je l'ai plié en deux, une seule fois. Puis, je l'ai glissé dans le dossier de preuve, posé sur le comptoir. Petra l'ajouterait au dossier. C'est la dernière fois que toi et moi sommes assis à la même table, Landon. La procédure de privilège est maintenue. Le dossier de plainte suit son cours. Et les signatures falsifiées seront signalées au bureau des licences des entrepreneurs. Il n'y aura aucun plan de paiement. Aucune réduction pour la famille, et plus jamais de travail du métal gratuit. Le classeur de maman reste avec moi. Si tu veux continuer à exploiter ces recettes, tu peux négocier un accord de licence par l'intermédiaire de Petra, un accord qui inclura Margot. Jusque-là, chaque plat de ton menu qui tire profit du nom de Karen et de l'histoire de cette famille, fera l'objet d'un litige sur les droits d'auteur. Landon s'est levé. Il a fait un pas vers le classeur. J'ai posé ma main à plat, sur la couverture en cuir. Ne fais pas ça. Il s'est arrêté. Il m'a regardé, de la même façon qu'un homme regarde un mur, lorsqu'il réalise soudainement qu'il ne pourra jamais l'escalader. Ensuite, il est sorti. Il n'a même pas fermé la porte derrière lui. Les retombées ont commencé en janvier. Une couche après l'autre, et chacune était plus lourde que la précédente. Le privilège de constructeur, d'un montant de 70 000 €, a été officiellement enregistré contre les deux propriétés de Voss Kitchen, dès le 26 décembre. Landon avait prévu de refinancer l'établissement du centre-ville, en février, pour financer son expansion dans le secteur des traiteurs. Ce privilège rendait tout refinancement impossible, jusqu'à ce qu'il soit intégralement payé ou levé. Son créancier commercial l'a appelé le 2 janvier, pour lui annoncer que sa demande de prêt était suspendue, dans l'attente de la résolution du litige. Landon ne pouvait plus s'agrandir. Il ne pouvait plus emprunter. Les 70 000 € pesaient sur ses propriétés, comme une encre solidement boulonnée à la coque de son navire. Petra a déposé la lettre de mise en demeure pour les 70 000 € de travail impayé, assortie de 12 000 € d'intérêts légaux. Elle a également déposé une plainte civile distincte. Celle-ci portait sur les dommages et intérêts liés à l'utilisation non autorisée de mon nom et de mes identifiants, sur la restitution des revenus de la surtaxe, ainsi que sur un signalement aux autorités de protection des consommateurs. Les registres d'entretien falsifiés ont été joints, en tant que pièce à conviction. Petra a également ajouté à la procédure les 28 800 € de Hugh, perçus pour les licences de recettes, et elle a exigé un audit comptable complet de chaque euro qu'il avait reçu de la part du restaurant. Le département de la santé, le chef des pompiers, ainsi que le service de l'urbanisme, ont inspecté les deux sites de Voss Kitchen le 5 janvier. Le restaurant du centre-ville était en plein service de brunch, lorsque l'inspecteur a arpenté la cuisine. Il a relevé 3 infractions majeures, le remplacement non autorisé des conduits d'évacuation, le retrait des supports de suppression d'incendie,
et la modification de l'armature de la chambre froide, sans aucune certification de charge. Il a émis une injonction de mise aux normes sous 30 jours. Tant que ces violations n'étaient pas corrigées, le restaurant pouvait fonctionner de manière provisoire, mais il ne pourrait absolument pas obtenir le renouvellement annuel de sa licence de restauration, prévu pour le 1er février. Les notes sur Internet ont commencé à chuter. De nouveaux avis mentionnaient l'inspection sanitaire, et pour la toute première fois, Landon ne pouvait plus contrôler la situation, avec un simple sourire en salle. L'assureur de Landon a reçu les copies des faux registres de maintenance, par le biais du dépôt civil de Petra. La compagnie a ouvert une enquête pour fraude. En cas de confirmation, l'assureur pourrait refuser les futures demandes d'indemnisation, et exiger le remboursement des sommes déjà versées. L'enquête prendrait entre 60 et 90 jours. Le bureau des licences des entrepreneurs a accusé réception de ma plainte, concernant l'utilisation illégale de ma certification professionnelle, et de mes numéros d'enregistrement. Wendy Voss y a été nommément désignée, comme étant la personne ayant signé les faux journaux. Hugh m'a appelé le 8 janvier. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. Il a laissé ce message, EMTT, tout cela est allé beaucoup trop loin. Tu es en train de détruire le gagne-pain de ton frère, pour une simple dispute lors d'un dîner. Ta mère n'aurait pas voulu cela. Il a marqué une pause. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Karen n'aurait pas voulu que son propre mari vende ses recettes pour 800 € par mois. Elle n'aurait pas voulu que sa petite fille, pleine de mépris, jette son pain de maïs à la poubelle. Elle n'aurait rien voulu de tout cela. Mais elle n'était plus là pour le dire. Alors, le classeur de recettes parlait à sa place. Le 20 janvier, Landon a engagé un fabricant de cuisine commerciale, pour remettre les deux établissements aux normes. Le devis, pour remplacer les conduits galvanisés par de l'acier inoxydable de qualité, réinstaller les supports d'incendie, et faire certifier à nouveau les chambres froides, s'élevait à 34 000 €. Le fabricant a facturé le prix fort. Lui, n'a fait aucune réduction pour la famille. Margot m'a raconté une dernière chose. Un samedi après-midi de fin janvier, elle est passée m'apporter le déjeuner, à l'atelier. En se garant sur le parking, elle a remarqué le camion de Landon, stationné de l'autre côté de la rue. Pas sur notre parking, mais de l'autre côté de la route, le moteur allumé, et les vitres fermées. Elle pouvait le voir, à travers le pare-brise. Il fixait la façade de Voss Fabrication. La porte de mon atelier était grande ouverte. À l'intérieur, deux nouveaux clients discutaient avec moi, de l'installation d'un mur de tireuse pour une brasserie, un projet pour lequel j'avais fait une offre, la semaine précédente. 3 véhicules étaient garés sur le terrain. J'étais à mon établi, en train de meuler une soudure, projetant des étincelles en éventail, sur le sol en béton. L'atelier semblait en pleine activité, tout simplement parce qu'il l'était. Boyd Kessler m'avait envoyé 2 nouveaux clients recommandés en janvier. Une brasserie artisanale, ainsi qu'un nouveau restaurant, qui avait spécifiquement demandé à travailler avec le fabricant qui avait conçu les structures métalliques de Voss Kitchen. Ils avaient vu des photos de mon travail. Ils exigeaient la même qualité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qui l'avait construit, n'avait jamais été payé. Landon est resté stationné, de l'autre côté de la rue, pendant 4 minutes. Margot a chronométré avec son téléphone. Ensuite, il a quitté sa place, il est passé devant l'atelier sans s'arrêter, et il a tourné sur l'autoroute. Il n'est pas entré. Il n'a pas appelé. Il a simplement observé ce cabanon et ce chalumeau, depuis le côté opposé de la route, et il a pu constater par lui-même, que l'entreprise prospérait. Si vous avez écouté ceci, et que vous pensez à cette personne de votre famille qui accomplit le travail que personne ne voit, et qui récolte les reproches que personne ne mérite, cette histoire est pour elle. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. Ces histoires se terminent toujours bien, car les mains qui ont bâti l'œuvre, finissent par obtenir tout le mérite qui leur est dû. Samedi matin, fin janvier 2026. Mon atelier était calme. Les plafonniers étaient éteints. Le soleil matinal filtrait à travers la porte sectionnelle, et dessinait une longue bande dorée, sur l'établi de soudure et sur le sol en béton. L'acier était propre. Les outils étaient tous bien rangés sur le panneau perforé, comme on m'avait appris à le faire. Le ventilateur d'extraction était à l'arrêt. L'air sentait le métal et le café, mêlé à cette légère odeur de flux, qui ne quitte jamais vraiment un atelier de soudure. Le classeur de recettes de Karen reposait sur l'établi, juste à côté d'une tasse de café,
et d'un crayon gras que j'utilisais pour marquer les découpes, sur une tôle d'acier de calibre 16. La couverture en cuir était craquelée au niveau du dos, et elle était assombrie par des années de graisse de cuisine. Les pages étaient gondolées, et légèrement couvertes de farine. Son écriture était petite et précise, tracée avec une encre bleue délavée. C'était le genre d'écriture qui appartient à une femme, qui mesurait tout à la main, sans jamais se tromper. Ce classeur était resté enfermé dans le coffre-fort de Hugh, pendant 4 ans. Il se trouvait désormais dans mon atelier, sur mon établi, dans ce bâtiment que ma famille appelait avec dédain un cabanon. Margot est passée me voir, vers midi. Elle a apporté du pain de maïs. Elle l'avait préparé à partir de la recette de Karen, à la page 6. Celle-là même qui portait la tache de bas beurre dans la marge, issue de la toute dernière fournée que Karen avait préparée de sa vie. Margot l'avait apprise par cœur, il y a des années, tout comme moi. Exactement comme Karen nous l'avait enseigné à tous les deux, dans cette cuisine au lino craquelé, avec cette cuisinière dont le brûleur gauche chauffait toujours trop fort. Nous l'avons mangé debout, près de l'établi. Il était chaud, dense en bouche, et il avait exactement le goût que Noël est censé avoir. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. Le classeur était ouvert entre nous, l'atelier était chaleureux, et pour la première fois depuis des années, nous n'étions plus à une table où nous n'avions pas notre place. Le restaurant de Landon, situé en centre-ville, restait ouvert grâce à une licence provisoire. Les injonctions de correction allaient lui coûter 34 000 €. Le privilège de constructeur pesait sur ces deux propriétés. La plainte au civil, pour un montant de 262 000 €, était en phase d'enquête préliminaire. L'enquête du bureau des licences était toujours en cours. Son projet de refinancement était mort. Son assurance était en cours d'examen. Sa note sur Google était en chute libre. Et ce menu, qui avait bâti toute sa réputation, était imprimé avec des recettes auxquelles il n'avait plus accès. Des recettes rédigées par une femme, qui voulait qu'elles soient partagées, et non vendues. Hugh avait cessé de m'appeler. Zara ne s'était pas excusée. Le nom de Wendy figurait dans un dossier d'infraction réglementaire. Quant au fabricant qui connaissait ses cuisines mieux que quiconque, cet homme qui avait construit chaque hotte, chaque grille, et chaque rampe en partant de zéro, c'était le même homme dont l'assiette avait été raclée dans la poubelle, le soir du réveillon de Noël. J'ai refermé le classeur, et je l'ai posé sur l'étagère au-dessus de mon établi, juste à côté de ma cagoule de soudure, et de mon dossier de certification. Il était parfaitement à sa place, ici. Il appartenait à des mains qui comprenaient la véritable essence, de ce que Karen avait écrit. La patience de toujours prendre ses mesures 2 fois, la rigueur de travailler proprement, et cette certitude absolue, que les plus belles choses que l'on construit, sont celles que l'on partage avec les personnes qui nous voient vraiment. Plus personne, jamais, n'allait racler cela d'une assiette. L'acier était propre. L'atelier était le mien. Le classeur était enfin rentré à la maison.